Pour me présenter, donc, je m'appelle Mickaël de Chalandard, je suis le directeur des actions en région du groupe Saint-Gobain. En gros, je suis en charge de trois choses pour l'ensemble des filiales que je vous présenterai tout à l'heure, 21 fabricants de matériaux et 14 enseignes de distribution. C'est d'une part créer des partenariats avec l'ensemble des acteurs privés, publics, externes dans le domaine de l'éco-construction, sur tous les sujets, de la recherche la R&D très en amont jusqu'à concrètement quel matériau pour quel projet, neuf ou rénovation sur tout type de marché. Le second sujet, c'est l'aide à la prescription. En gros, on a tout un ensemble de collègues qui sont à la fois, il y a les commerciaux, puis il y a les chargés d'affaires de prescription qui sont en amont et qui échangent avec les architectes, les bureaux d'études, les majors, les bailleurs sociaux, les promoteurs, etc. Et donc moi, j'anime cette communauté de 150 chargés d'affaires et de prescription en France. Et le dernier point, c'est le suivi de grands projets où on suit des grands projets collectivement évidemment pour essayer d'accompagner en offre globale nos partenaires. Et pour finir, donc moi j'anime pour Saint-Gobain en France deux groupes de travail. Un premier sur l'économie circulaire et donc c'est l'un des deux sujets du jour. Et l'autre sujet du jour également, j'anime le groupe de travail ACV FDES. Voilà, donc tout ce qui est bilan carbone, d'où mon intervention du jour commune sur ces deux points. Voilà. Ok, ouais, gros sujet, les fiches FDES. Ouais. Et ben nous, en fait, le but que j'ai créé la communauté, c'était pour parler de tout ce qui est matériaux ou moyens de rénovation écologique ou pas forcément, mais l'idée, c'était de se dire qu'en tout cas, le fait de rénover, c'est toujours mieux que de construire. Et donc, on a une grosse population qui est plutôt d'investisseurs, donc d'investisseurs qui achètent des immeubles pour les rénover ou pour en faire leur résidence principale ou pour investir en locatif. Du coup, je trouvais que cette thématique n'était pas souvent abordée. J'ai eu l'occasion de faire différents salons sur le sujet de l'éco-rénovation, de l'éco-construction, mais on a souvent des grosses sociétés comme des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers, et on s'adresse pas souvent aux particuliers finalement ou aux investisseurs. Donc, du coup, l'idée, c'était surtout d'apporter toute cette connaissance qu'il y a dans le domaine plus professionnel, parce que moi, je viens de la promotion immobilière aussi et je travaille chez des bailleurs sociaux, donc c'est pour ça que... Et du Bien. coup, en étant moi-même investisseuse à côté, je trouvais que le lien n'était pas fait, donc c'était l'idée de créer un peu le lien entre les différents acteurs, autant du coup fournisseurs de matériaux, architectes, entreprises, et puis aussi avec les collectivités, surtout les petites communes qui ont besoin aussi de ces investisseurs qui ont besoin de rénover leur patrimoine. Donc voilà, donc le but c'est de faire participer aussi les professionnels pour qu'ils nous apprennent aussi certaines choses. Très belle démarche. De toute Voilà, façon, on doit tous travailler main dans la main, sinon on n'arrivera voilà, pas sur ces c'est ça, challenges nombreux, multicritères et c'est toutes sortes clair. qu'on parle. Très bien. Alors du coup, on attaque, je partage ma Exact. présentation. Ouais, bah très bien. Alors, là, je n'ai pas la main. Là, ça me dit que vous Ah avez oui, désactivé alors, le partage d'écran pour les participants. tac, je peux vous mettre mettre nommer animateur. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous devez voir Ouais, c'est bon. mon écran. Allez, on y va. Donc, il y a une quinzaine de slides et on va prendre. Donc, on m'avait dit qu'on avait à peu près 1 heure au global, mais ce sera contenant les questions-réponses, puisque je peux parler pendant 1 heure, mais ce serait moins sympa que s'il y avait des interactions. Si ça vous convient, je vais. Comme vous voulez, on peut faire. Il y a deux formats, vu qu'on n'est pas nombreux. Soit je fais à l'affilée un monologue sur l'ensemble des slides, soit vous intervenez sur chaque slide quand vous le souhaitez, si vous avez des questions, comme vous voulez. Je m'adapte. Et ben, s'il y en a qui ont des questions en cours, vous pouvez Vous les posez activer en le live? micro, on le verra, ouais. Ouais. Allez, eh ben, ça marche. Alors tout d'abord, un petit point rapide quand même avant d'aborder les sujets. C'est quand même important de savoir pourquoi je peux les aborder aujourd'hui. En fait, le groupe Saint-Gobain que je représente, donc c'est un groupe qui a plus de 350 ans, créé sous Louis XIV, c'est un groupe français, c'est important de le préciser. Et quand on dit français, c'est parce qu'il y a beaucoup d'implantations en France. Donc je viens tout de suite sur le sujet de l'économie circulaire avec la question de la production locale. Donc on a 88 sites industriels en France,
hein. On verra après pour Auvergne-Rhône-Alpes. On a plus de 2000 points de vente via la distribution. J'aborderai ça aussi après, hein. Donc, on est très présent localement. Donc, le chiffre d'affaires dans le monde, c'est 41 milliards. En France, c'est 25% de l'activité, donc à peu près 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça paraît gros, mais en fait, c'est un chiffre d'affaires qui est très éparpillé au travers comme vous voyez, de très nombreuses entités qu'on verra ensuite. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Le sujet R&D qui est très important aussi, avec un gros effort en recherche et développement. On a plus de 3700 chercheurs dans le groupe, dont à peu près 800 en France. Donc, le sujet innovation est très, très important et fondamental pour nous. Et on a donc également une dizaine de plateformes logistiques, mais ça, c'est pour l'aspect justement d'éviter que les produits viennent de trop loin et d'être le plus logique possible pour réduire les distances. Alors, un point rapide ou pas, je vais quand même prendre un petit peu de temps sur ça pour que vous compreniez bien les activités qui se situent dans le domaine de l'éco-construction, l'éco-bâtiment. Donc, là, c'est le domaine, donc c'est l'univers industriel du groupe avec 21 marques qui font partie du groupe Saint-Gobain à 100%. Hein. Alors, je ne vois pas le haut de mon écran, mais je vais les. Donc, vous avez Placo Isover, Placo Isover, c'est l'entité, double entité principale, qui ont deux entités qui ont fusionné l'an dernier, plaque de plâtre et isolation, donc laine de verre, laine de roche, isolant sous vide. Weber, je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre, hein, parce que je ne vois pas tout mon écran avec l'affichage. Weber, donc c'est un fabricant d'isolation thermique par l'extérieur, un système complet avec différents types d'isolants. On abordera les sujets tout à l'heure pour la CV justement, mais également de mortier, de colle à carrelage ou de sol pour tout type de bâtiment. Pont-à-mousson, alors c'est 6% de l'activité dans le domaine du bâtiment. Vous connaissez Pont-à-mousson pour les tuyaux en fonte, hein, pour les canalisations d'eau. Et donc, dans le bâtiment, ce sont des systèmes d'évacuation d'eau, mais également de systèmes siphoïdes pour les gymnases et un système de puits canadien qui permet de rafraîchir et de préchauffer les bâtiments. Profil, très rapidement, donc c'est un système de pieuvre électrique pour le bâtiment. Clipper Coramine, cloisons amovibles et décorations intérieures. Eurocoustique, plafond métal et écofond, des plafonds métalliques à base de laine de verre et à base de laine de roche. Isonate, isolant à base de fibres de bois. Cette glace, le vitrage tout en haut à droite, le vitrage, donc là on fabrique à la fois les grands pans de verre qui vont être ensuite transformés. Donc on fabrique, et je viendrai tout à l'heure pour le sujet recyclage, on fabrique plus de 600 000 tonnes de verre par an en France. Cette glace, c'est un vitrage électrochromique, une autre technologie qui s'occulte électroniquement. Vetrotech, c'est du vitrage à nouveau, mais très résistant, protection au feu, protection intrusion. SolarGuard, ce sont des films qu'on met sur des vitrages pour les opacifier ou pour les protéger. SwissSpacer, c'est très spécifique, ce sont les intercalaires entre les vitrages, c'est avec les petits points là qui permettent entre les deux le double vitrage, qui permet d'éviter les condensations et pour l'étanchéité. Et Chryso fait des adjuvants pour les matériaux. On travaille directement avec Weber pour les enduits notamment. Cherfil, ce sont les grandes membranes blanches architecturales qu'on retrouve sur les stades, comme le stade Vélodrome à Marseille. Pour les footeux, ça leur parle. Clipper, Norton, ça on devrait le sortir, mais parce que c'est pas vraiment dans le domaine du bâtiment, ce sont les disques pour les disqueuses. Adforce, ce sont des toiles de verre pour les cloisons qu'on peut peindre notamment. Cevax, système de fermeture de porte mécanique ou ouverture de menuiserie mécanique. Covison, ce sont des joints en silicone. Et puis j'oublie qui, parce que je vois pas en haut à droite, du coup en haut à gauche, pardon. Bon, je ne sais pas s'il y en a un dernier que j'ai oublié, mais bon, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est ce panorama-là qu'on n'imagine pas, mais c'est en fait, on fabrique un ensemble de matériaux de l'enveloppe du bâtiment. La distribution, plus rapidement, ça nous intéresse pas, mais il y a quand même un sujet réemploi, par exemple, qu'on pourra aborder avec la question du local. Là, vous avez 14 enseignes de distribution. La plus connue, évidemment, c'est Point P. Tout le monde connaît Point P. Hein. Comme on le dit souvent chez nous, il y a 1400 enseignes McDo en France, il y a 2000 enseignes de distribution Saint-Gobain, donc on a plus d'enseignes Saint-Gobain en France que de McDo en France. C'est un point de repère. Bon, vous avez d'autres marques comme Plume Plastique, la plateforme du bâtiment, C2 Brossette pour le plomberie chauffage, Dispano pour le bois, Déco-Céram pour le carrelage, Lasfic, voilà, l'Asturienne pour les charpentes, donc un ensemble de distributeurs de matériaux. Alors, juste un petit point rapide sur notre présence pour montrer qu'on est là. Hein, justement, ça, c'est la première chose quand on parle d'économie circulaire. C'est la présence en local pour éviter que les matériaux fassent de la distance, notamment quand on parle de production et de matières premières. Et là, vous voyez, donc en Rhône-Alpes, on a plus de 5000 collaborateurs et donc 20 sites industriels et de recherche et plus de 200 points de vente avec toutes ces marques qui sont représentées. On fabrique par exemple la laine de bois à Mably dans la Loire.
20 000 tonnes actuellement, 40 000 tonnes d'ici 2 ans par an. On a Placo-Plâtre à Chambéry avec 200 000 tonnes par an. On a le vitrage à Salles-sur-Saône au sud de Lyon avec 200 000 tonnes de verre fabriquées par an. Donc voilà, on est très présent en local. Juste un point sur notre stratégie, c'est important de le préciser en amont, mais puisque nous, on place l'usager au cœur de nos préoccupations. C'est bien beau de vouloir faire, et on l'abordera tout à l'heure, des bâtiments bas carbone, mais il ne faut pas oublier que c'est indispensable qu'ils soient bas carbone pour tout ce que les sujets que vous connaissez liés au réchauffement climatique et l'empreinte carbone des bâtiments. Donc réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Mais il ne faut pas oublier que ce bâtiment, s'il est bas carbone, c'est bien, mais il faut aussi qu'il soit confortable. Et donc, nous, on pousse nos chercheurs, lorsqu'ils recherchent, par exemple, à améliorer la CV d'un bâtiment, enfin des matériaux en l'occurrence, à ne pas oublier qu'il faut aussi optimiser le confort thermique, l'acoustique, le confort sanitaire, notamment la qualité de l'air intérieur, le confort visuel, tout ce qui est de l'ordre de la modularité, de la sécurité et se cache là derrière l'accessibilité, ce qui est un gros sujet également avec le vieillissement de la population en France, et puis le confort acoustique, hein, évidemment, qui est tout aussi important. Donc, ce qu'on appelle le multiconfort, la stratégie multiconfort chez nous. Et donc, avant d'aborder le sujet du centre, notamment, et à gauche pour le second, je vais le faire dans cet ordre-là. Ça, ce sont les tendances. Il y a un ensemble de tendances qui poussent le marché et c'est très bien. Et donc, nous, on est tout à fait en phase avec ça, avec les sujets liés à l'empreinte carbone, hein, la RE 2020 pour le neuf, mais également en rénovation des critères environnementaux qui s'appliquent et qui vont s'appliquer de plus en plus, et c'est très bien, lié à la CV, la production en local, le transport minimal. Pour ce qui est de l'économie circulaire, les questions de recyclage et de réemploi qu'on va aborder dans le détail. L'éco-conception, ça c'est ce qu'on en entend peu parler, mais je peux vous dire que là on avance très fortement sur ça. C'est tout aussi important pour pouvoir justement recycler les matériaux ou les réemployer. La construction hors site, la démontabilité des systèmes qui est totalement en lien avec ce sujet. Et puis la santé et le bien-être, on l'a abordé avec le confort. Et donc là, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a des usagers. Et donc en fait, je vais conclure sur cette slide sur ça. L'objectif des matériaux et donc des constructions de nos jours, mais comme avant, c'est d'avoir une approche multicritère et non pas monocritère, de dire je ne recherche que le carbone par exemple. Ça, c'est l'erreur sur laquelle tombe beaucoup de monde, comme dans le cadre de la RT 2012, où à l'époque, il y a des bureaux d'études qui sont partis sur la thermique, les 50 kWh, et puis on a oublié le reste. Ça a créé beaucoup de problèmes. Alors, pour ce qui est de l'économie circulaire, notre stratégie, ce que l'on fait. Alors, une première slide pour aborder globalement, et après on ira sur certains détails, 4 points de notre démarche qu'on applique depuis pas mal d'années. Le premier sujet, c'est l'éco-conception des matériaux. Donc, qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est on pousse justement nos chercheurs à faire qu'on puisse faire des matériaux en utilisant de moins en moins de matières premières notamment, ou matières qui viennent du recyclé, on y viendra après aussi, tout en maximisant la durée de vie. Voilà. Le second point, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des matières premières, il y a des carrières. Voilà. Et nous, en général, nos carrières sont à proximité. Je vais donner des exemples concrets. Hein. Pour Placo, qui est à Chambéry, l'usine, on a la carrière de gypse, donc c'est de la roche, du gypse, qui est à Saint-Jean-de-Maurienne, donc, et qui vient en train, voilà, donc qui est à moins de 100 km, comme notre Placo qui est à Vaujour au nord de Paris, la carrière est juste à côté. Enfin voilà, à chaque fois, nos usines ne sont pas implantées par hasard. La matière première principale et volumineuse est toujours à proximité. Pareil pour le vitrage, qui vient de Fos-sur-Mer, donc là c'est un peu plus loin, mais ça reste tout de même, c'est pas dans un autre pays. Autre point en éco-conception, créer des systèmes évolutifs et démontables. Je vous en montrerai deux après, justement, c'est un vrai sujet. Parce que si on ne peut pas démonter quand on fait des panneaux sandwich, par exemple, si on ne peut pas démonter et séparer les matériaux aisément, on ne peut pas les recycler. Voilà, j'y viendrai tout à l'heure, mais un sujet important et fondamental du recyclage, c'est de faire que les matériaux ne soient pas pollués par d'autres, et donc qu'on puisse les séparer aisément les uns des autres, qu'ils arrivent de manière propre et avec seulement le matériau désiré à l'usine. Et puis l'optimisation de la gestion des emballages. Ça, c'est un autre point fondamental. On l'oublie parfois, mais les emballages, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas forcément tous recyclables dès qu'on met de l'encre dessus ou pour différentes raisons de constitution. Voilà, ce sont des polymères en général. Et du coup, c'est matière plastique et autres. Et du coup, c'est vrai que va en R&D avec des partenaires. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'éco-conception. Et on y reviendra une fois de plus après avec des exemples. Le second point, c'est l'optimisation des process industriels. Donc, on a 88 usines en France, mais il faut, et c'est indispensable, justement d'optimiser l'ensemble de nos process, et on y viendra avec des exemples aussi.
Troisième point, c'est la gestion de la fin de vie des matériaux. Donc là, j'ai mis recyclage, c'est là où nous sommes très avancés pour bon nombre de nos filiales. Et puis maintenant, on est en train de se poser, et je devrais le rajouter là d'ailleurs, la question du réemploi, où on est en train de faire des tests pour voir comment caractériser nos matériaux en fin de vie et qu'ils soient réemployables aisément. En général, c'est le cas, mais il faut quand même les caractériser. Enfin, il y a un travail fondamental pour respecter les réglementations et les normes pour réutiliser des matériaux en fin de vie dans le cadre du réemploi. Et le dernier point, donc, c'est la production locale, évidemment, avec le transport minimisé, que ce soit des matières premières ou que ce soit après du produit qui va aller jusqu'à la distribution et de la distribution au lieu de mise en œuvre. Tout cela, et je l'ai mis au centre, avec un souci de transparence. Hein, donc, nous, on met au cœur et on n'a pas attendu l'Aéro 2020, on n'a pas attendu qu'on nous y pousse. Ça fait des années qu'on a recruté des gens en interne qui font des ACV, des analyses de cycle de vie, et qui donc font le calcul de l'impact environnemental, et pas que carbone, hein. Ça c'est un des critères de l'ACV, mais donc des calculs de l'impact environnemental global des matériaux pour repérer, et ça nous sert justement en éco-conception, pour dire, bah, tiens, là on peut optimiser et être meilleur, utiliser moins de matière, voire limiter les impacts environnementaux et sanitaires. Et donc tout ça, si vous êtes intéressé, hein, on a réalisé une brochure que vous voyez à droite, qui synthétise tout ce que je vais vous raconter aussi après pour un ensemble de filiales. Pas de questions jusque-là? N'hésitez pas, hein, vous coupez. Alors on revient sur deux exemples. Voici deux exemples justement de systèmes évolutifs et démontables. Je vais commencer par le système qui est à gauche, qui est une façade légère. C'est qu'on a appelé la façade F4, parce qu'elle a différents intérêts, enfin 4 principaux, sur la thermique, l'acoustique, le gain de temps sur chantier, la démontabilité. En fait, voilà, donc c'est un système qui est fait à base de 3, donc qui peut s'appliquer en neuf ou en rénovation, et qui est totalement démontable en fin de vie. Système donc à base de métal. On a limité le métal d'ailleurs, minimisé l'utilisation du métal puisque c'est ce qui a le plus de poids carbone. Mais également avec de la laine de verre et des plaques de plâtre qui sont 100% recyclables en fin de vie. Et on abordera après donc les sujets dans le détail sur la qualité de ces produits-là. Et donc au final, on a pu, par rapport à des façades béton ou autres, où on réduit en moyenne à moins de 43% les émissions de CO2. Donc en fait, il y a des gains sur l'ensemble des sujets. Et grâce à une maquette numérique également, et donc un plan de calpinage, tout est prédécoupé en atelier, tout est mis en œuvre sur chantier en limitant les chutes sur chantier justement. Donc on a essayé de penser à tout pour optimiser à la fois en amont pour la production, la mise en œuvre, et en aval pour la fin de vie, que ce soit démontable et donc recyclable ou réemployable à 100%. Pour ce qui est donc à droite, un autre système, là c'est une paroi légère, un système qui s'appelle C-Steel, qui se substitue à un wall béton. Les mêmes matériaux, hein, vous voyez, donc c'est anti-effraction 3, 5 et 10 minutes, hein, comme un wall béton. On met plus ou moins de couches justement de métal pour l'aspect anti-effraction. Et donc on a traité la qualité de l'air intérieur avec des plaques qui traitent ce sujet-là, avec une technologie spécifique. On traite l'acoustique, voilà, puisque c'est entre logements. Et puis, c'est démontable, une fois de plus, à 100% en fin de vie, avec les 3 mêmes matériaux qui sont recyclables, comme je vous l'ai dit. Voilà 2 exemples où on a essayé de penser à tout pour optimiser les systèmes de tout point de vue, en analyse multicritère. Toujours pas de questions, j'avance. Là, je vais aborder donc sous 2 slides 12 exemples justement d'avancées avec des chiffres clés pour vous montrer ce que l'on fait, parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut le démontrer, expliquer. Et donc, je vais commencer avec les plaques de plâtre. Donc le plâtre est 100% recyclable à l'infini. C'est déjà un bon premier point. Tous les matériaux ne le sont pas. Et donc, on a mis en place une filière qui s'appelle Placo Recycling depuis plus de 10 ans maintenant, avec des partenaires collecteurs. C'est comment ça marche en fait en fin de vie. On va se mettre en cas concret. On déconstruit un bâtiment. Soit c'est enfoui, malheureusement, soit on se dit on va trier les matériaux et puis on va essayer de les recycler. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se passe parce qu'il faut justement qu'il y ait du sérieux, et donc ça passe impérativement. Ça vient pas directement de l'usine, enfin du chantier à l'usine. Ça passe par des collecteurs qui eux vont être garants qu'il n'y a que des plaques de plâtre, enfin du gypse non pollué qui va arriver donc à l'usine. Et donc on a mis en place depuis plus de 10 ans maintenant des partenariats avec des collecteurs, valorisateurs,
euh, qui récupère ce gypse en fin de vie. On a 170 partenaires collecteurs en France. Donc, vous voyez, donc le territoire français est maillé maintenant pour récupérer les plaques de plâtre et nous les envoyer à nos 3 usines qui quadrillent la France. Chambéry, Vaujour, enfin dans votre Chambéry, Vaujour et Cognac, pour limiter justement les déplacements. Et donc, on a recyclé l'an dernier, il faut que je mette à jour d'ailleurs, parce que là c'est 2020, mais en 2021, 67 000 tonnes de gypse. Donc c'est beaucoup. Et en même temps, en toute transparence, c'est pas tant que ça, parce que ça, vu qu'on fabrique plus de 600 000 tonnes de gypse par an, eh ben, il y a encore de la marge et donc on peut encore massifier pour éviter que des plaques de plâtre en fin de vie soient enfouies. Pour ce qui est du vitrage, donc le logo principal de Saint-Gobain, la seconde ligne, on recycle actuellement 35%, donc du vitrage en fin de vie, on appelle ça du calcin. Hein. On recycle actuellement 35% de calcin, ce qui apparaît être plutôt bien. Mais également, une fois de plus, en toute transparence, on est en train d'ailleurs d'y travailler activement avec tout un ensemble de partenaires, parce que c'est un sujet complexe, le recyclage du vitrage. En fait, il y a moins de 1% qui vient des chantiers en fin de vie. Les 34% principaux, en fait, ce sont les chutes intra-usines. Donc, dans nos usines, on a 3 usines en France, il y a des chutes, donc on les recycle à 100%, mais comme dans la plupart de nos usines. Et il y a ensuite ce vitrage, donc qui fait 6 mètres par 3 mètres 21. Il va dans d'autres usines où là, il va être transformé en double vitrage ou en verre décoratif. Là aussi, il y a des chutes. Et donc, ce vitrage, il n'est pas enfoui, il revient à l'usine où il est refondu. Et donc, ça représente 34%, ce qui est un chiffre élevé, mais il y a beaucoup de casse en fait dans le vitrage. Et comme je vous l'ai dit, le 1%, maintenant, notre but, c'est de le faire grossir. Et donc, c'est là où on a mis en place depuis 2 ans. Et pourquoi que depuis 2 ans? C'est une question que vous auriez pu me poser, je l'anticipe. C'est qu'en fait, il suffit sur une benne de verre en fin de vie, et déjà on peut faire du vitrage qui est partie de vitrage, hein, pas à base de bouteilles de verre. Oui, Et il suffit qu'en fin de vie, dans une benne qui arrive à l'usine, il y ait un petit morceau de 5 cm d'aluminium ou d'autres choses qui passent inaperçues, et ça nous bousille 3 jours de production. 3 jours de production, vous imaginez le tonnage, hein, 3 jours de production, c'est 160 tonnes par jour, donc x 3, donc ça 140 tonnes de verre pas pollué, hein, parce qu'en fait, il va se fondre et donc le verre sera plus transparent, donc on pourra plus le vendre. Et en plus, on ne pourra pas le recycler. Et d'un point de vue économique, c'est impensable pour nous de perdre 3 jours de production. Et en fait, c'est ce qui se passait quand on avait eu testé, et c'est ce qui nous a freiné jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, on se dit qu'on n'a plus le choix pour l'environnement, pour la planète, pour tout ce que vous savez. Et même nous, on y a un gain aussi économique, évidemment, puisqu'on refond du vitrage en fin de vie à moindre température. Mais du coup, on est en train de mettre en place depuis 2 ans une récupération du vitrage fin de vie avec des cahiers des charges vraiment draconiens. Et donc, et ça fonctionne puisqu'on a quintuplé en 2 ans. Alors c'est un démarrage. Hein, en 2020, on avait récupéré 250 tonnes de verre fin de vie, ce qui est pas grand-chose. 250, enfin c'est à la fois beaucoup, ça paraît beaucoup, mais c'est 250 tonnes sur 600 000 tonnes qu'on produit, c'est pas grand-chose. Et on est passé à 1359 tonnes l'an dernier, donc on a fait x5, mais ça reste encore des chiffres assez bas. Mais vous voyez l'objectif, maintenant on est parti, c'est exponentiel, et le but c'est de passer également par des partenaires collecteurs, et qu'en fait tous les maîtres d'ouvrage, le point clé il est là. Il faut que tous les maîtres d'ouvrage comprennent qu'eux-mêmes doivent mettre des cahiers des charges quand il y a une déconstruction de bâtiments qui respectent les nôtres, voilà, pour que nous on accepte le vitrage, enfin ce verre fin de vie qui arrive à nos usines. Et donc, c'est en train de se mettre en place. On a une dizaine de partenaires collecteurs en France. Donc, vous voyez, c'est un démarrage parce que les collecteurs doivent s'y faire. Ils ne sont pas habitués. En gros, les menuiseries doivent être démontées complètement. Elles ne doivent pas être cassées sur chantier. Elles doivent être démontées, le verre intègre. Et donc, c'est le collecteur qui, lui, va casser pour être garant qu'il n'y ait que du verre dans les bennes qui vont arriver à l'usine. Donc, vous comprenez, et c'est pour ça que j'insiste, hein, c'est un message à faire passer où tout le monde doit jouer son rôle. Il y a un modèle économique qui fonctionne déjà avec des collecteurs et notamment Serfim et Valeur Sol en Rhône-Alpes, hein, à Lyon et à Valence, là, qui respectent notre cahier des charges et qui y arrivent très bien. ok. Et du coup, les collecteurs, que ce soit Plapco ou pour le verre, c'est que des maîtres d'ouvrage ou des personnes qui viennent chercher sur les Ah non, chantiers de les collecteurs c'est un métier. Des collecteurs, vous avez les gros, ce sont Suez, voilà, Ah oui, oui. Veolia, etc., que vous connaissez. Et puis après, il y a des plus petits comme Serfim, dont c'est le métier, qui trie les déchets, ou certains qui les enfouissent aussi. Et comme Valeur Sol, qui lui fait 100%, et dans la Drôme, mais maintenant qui s'implante sur Lyon, qui fait 100% de tri. En fait, lui, il n'enfouit rien du tout.
Lui, son job, c'est trouver un maître d'ouvrage qui a un projet de déconstruction et il va aller récupérer de manière triée la laine de verre, les plaques de plâtre, le vitrage et d'autres matériaux, que le polycyanure expansé, le carton, enfin, voilà. Et ce sont des nouveaux métiers. C'est une nouvelle manière de voir les choses, mais certains l'ont bien compris et il y a des business models qui fonctionnent très bien. Et voilà. Donc, mais c'est un vrai métier, voilà. Et le maître d'ouvrage s'appuie sur un collecteur qui joue ce rôle-là. Et donc, dernier point à retenir sur le calcin, hein, donc 1 tonne de calcin, donc de vitrage fin de vie intégré à la production, c'est moins 300 kg de CO2, enfin, c'est 300 kg de CO2 non émis. C'est à peu près la moitié, en fait, on divise quasiment par deux l'émission de carbone. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, il y a X intérêt à le faire, hein, que ce soit d'un point de vue matière, d'un point de vue carbone. Pour ce qui est, c'est bon pour vous? Pour ce qui est de la laine de verre, donc 100% recyclable également et à l'infini, on a actuellement à minima 40% de matière recyclée dans la laine de verre. Alors, ces 40% également toute transparence. Pour l'instant, c'est à plus de 95% de ces 40%. Ce sont des bouteilles de verre que vous et moi, on met en recyclage. Voilà. Bah, nous, on en fait de la laine de verre. Et on vient de mettre en place depuis quelques années maintenant Isver Recycling, sur le même modèle que Placo Recycling, pour récupérer donc de la laine de verre en fin de vie. Et là, l'enjeu, il est de… Parce que la laine de verre, en fait, c'est quasiment que de l'air, quoi. C'est ça le but. D'ailleurs, ça emprisonne l'air, c'est ce qui fait que ça isole. Et donc, il faut la compacter parce que sinon, on transporte de l'air. Donc, voilà, il faut que les collecteurs achètent des compacteurs pour y récupérer la laine de verre, ils la compactent. Et du coup, vous remplissez le camion de manière plus efficace qui vient à l'usine. Et donc, on recycle. Et l'objectif, donc, qu'on s'est fixé, c'est d'ici 2030 de ne plus utiliser de sable, parce que donc la base de la laine de verre, comme le vitrage, c'est du sable à la base. Et le but, c'est de ne plus utiliser de sable. Et on sait déjà le faire, puisqu'on a une usine à Chalon-sur-Saône, qui est une usine qui fabrique 20 000 tonnes de laine de verre par an, qui n'utilise plus de sable du tout. Voilà. La plus grosse usine qu'on a, et d'ailleurs qui est la plus grosse usine d'Europe, toute concurrence confondue, est à Orange. On fabrique 120 000 tonnes de laine de verre par an. Et du coup, là, on est à 50% de matière recyclée à cette usine-là. Donc le but, c'est chaque année de récupérer de la laine de verre fin de vie, en plus des bouteilles de verre qui sont mises en recyclage, et pour éviter demain d'utiliser du sable. Comme vous le savez, le sable est une des matières qui commence à se raréfier. Donc voilà, il y a de multiples intérêts. Ecofond, donc là, des plafonds à base de laine de verre, donc là, fabriqués par contre en Suède, on n'a pas d'unité de production en France. Et en Suède, donc, eux intègrent 70% de verre recyclé, donc ils sont déjà à 70% à minima de verre recyclé dans ces plafonds-là. Eurocoustic, dont la laine de roche donc contient en moyenne 45% de matière recyclée en base. Pour Pont-à-Mousson, alors là, c'est là où vous allez bien comprendre que le métal, c'est ce qui a de ce qui a de la valeur. Hein. Malheureusement, il y a des industries parallèles qui se sont créées pour récupérer ces matières-là, comme le cuivre ou autre. Et du coup, le métal, il n'y a pas de souci pour en récupérer. Donc là, on a 99% de matière recyclée, notamment toutes les voitures en fin de vie, on en fait de la fonte. Voilà, pour le bâtiment. À Pont-à-Mousson, donc au Grand Est. Isonate, c'est une autre problématique, enfin, c'est même pas le mot problématique, mais là, du coup, en fait, la matière première, ce sont des déchets de production des scieries. Donc, il y a beaucoup de scieries dans la Loire, c'est pour ça qu'on a implanté l'usine là-bas. D'ailleurs, on l'a pas implantée nous, elle s'est créée en 2012 et on l'a rachetée en 2016. Et on travaille beaucoup en R&D depuis, notamment pour faire que ces matériaux-là soient recyclables en fin de vie, et ils le seront bientôt. Parce que du coup, la laine de bois, ce ne sont pas que des déchets de bois, il y a des ajouts comme tous les matériaux. Il y a du liant, il y a des antifongiques, etc. Et du coup, on est en train de travailler pour faire que ces matériaux-là soient recyclables en fin de vie. Ce n'était pas la question jusqu'à maintenant, puisque c'est une industrie qui est nouvelle. Donc, les panneaux qui sont posés depuis 8 ans, pour l'instant, ils sont bien au chaud dans les bâtiments. Enfin, d'ailleurs, ils protègent du chaud. Et ce sera dans quelques années qu'il faudra les recycler. Mais donc, on y travaille pour qu'ils le soient très rapidement. On passe à la distribution avec des exemples. Donc, pour Pume Plastique, parce qu'ils ont leur rôle aussi à jouer. Donc, ils ont mis des bennes en partenariat avec Paprec pour récupérer donc des déchets plastiques et les faire recycler avec des industriels qui ne sont pas dans le groupe Saint-Gobain. Hein. On ne fabrique pas de matériaux plastiques. La plateforme du bâtiment et Point P ont mis des déchetteries difflux et donc c'est en train de s'étoffer un peu de partout en France. En gros, l'artisan qui a un projet qui va agir pour changer par exemple une cloison, il va récupérer du gypse en fin de vie, du gypse, des plaques de plâtre ou de la laine de verre, il va, au lieu d'aller les mettre en déchetterie, le matin, il va aller récupérer ces matériaux du jour chez Point P ou à la plateforme, et il va, avant de récupérer ces matériaux, décharger sa camionnette. Donc du coup, il gagne du temps, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Voilà, on a mis ça en place. Pour Weber, on propose un service de collecte de gravats.
Voilà, pour les mortiers. Et puis Gim, ça, il faut que j'enlève aussi, il faut que je mette à jour. Donc, on a revendu Gim, c'était le groupe Lapeyre, c'est toujours le groupe Lapeyre d'ailleurs, mais en fait, qui faisait partie du groupe Saint-Gobain, et on a cédé le groupe Lapeyre il y a quelques mois. Et donc, pour vous en parler, les fenêtres PVC contiennent 30 à 40% de matières premières issues du recyclage. Voilà. Et ça, on ne l'imagine pas. Donc voilà pour faire ce tour-là. J'espère que c'est clair pour vous, et on n'imagine pas forcément tout ça. Mm. Voilà. J'en viens à un autre point. Un dernier point sur sur le suivi de la terre crue, la terre, la construction des systèmes constructifs en terre. On ne nous attend pas forcément sur ça, mais en fait, ça fait 4 ans qu'on se pose des questions et qu'en fait, on avance un R&D pour créer un système constructif à base de terre locale. C'est un matériau, en fait, la terre qui est d'une part noble, mais qui est présente partout et qui est en général excavé. Donc, on le prend et puis on le met ailleurs, on l'enfoue ailleurs parce qu'en fait, il ne sert à rien. Bah, si, il peut servir à construire. Donc, vous voyez 2 systèmes qu'on est en train de mettre en place avec des tests en ce moment sur des bâtiments démonstrateurs. Un premier en haut à droite et les 2 images d'en bas à gauche, où c'est donc du projetage par l'extérieur avec un système avec un liant d'une entreprise qui s'appelle Norper, qui est à Aix-en-Provence. Et donc 2 systèmes de 7 cm, donc ils font une couche de 15 cm environ, donc pour du remplissage et utiliser cette terre dans des systèmes constructifs. Et un autre système qui est en bas à droite, là où c'est 70% de terre et 30% de gypse, donc la base de la plaque de plâtre. Et donc, vous voyez, ça, on peut en faire donc par l'intérieur des cloisons intérieures en terre. Voilà, donc là, on en est au stade de la R&D, de l'application pour le système de gauche. Et on espère bien que ça avance, parce que le but, c'est que demain, les artisans puissent venir chez Point P notamment, et bien, prendre le big bag de terre, prendre le liant qui est à côté, adapté justement à la terre locale, avec des terres qui ne seront pas polluées, parce que ça, c'est un vrai sujet pour les terres. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les terres locales. Elles sont parfois polluées ou contiennent parfois naturellement du radon. Et c'est là où nous, on va, avec des partenaires comme Cemex ou autres, différentes, qui possèdent des gros tas de terre un peu de partout en France, les tester, et puis derrière, si ces terres sont exploitables, les utiliser, les proposer aux artisans. Voilà pour ce point-là. Il y a des questions ou on passe au sujet ACV? Non, ouais, la Terre, c'est vrai que je savais pas je savais pas que vous testiez aussi ce type de matériaux, mais c'est vrai que c'est c'est sûrement aussi un des matériaux biosourcés, enfin géosourcés importants sur lequel il Ah faut. massivement. Il n'y en a pas 36 000 en géosourcés, mais en Ouais. l'occurrence, justement, la Terre, il y en a de partout. Le Ouais. tout, une fois de plus, par contre, c'est indispensable de le préciser. C'est pour ça que d'ailleurs, la Terre, s'était pas trop développée. C'est pour des raisons parfois économiques. En gros, les briques de terre, il faut beaucoup de temps pour les mettre en œuvre. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent en général pour pouvoir ou du temps, tout simplement, quand c'est fait de manière en autoconstruction. Mais là, nous, on travaille sur un système complet où, en amont, on vérifie déjà que la terre, elle ne soit pas polluée. Voilà, Oui, le premier point clé, il est là. j'espère C'est qu'elle que ne soit pas polluée comme on avait un projet donc là sur Euromède à Marseille, et on s'est rendu compte que la terre locale était polluée. Donc, on va prendre une terre qui est un peu plus loin, parce qu'il y a des activités industrielles en fait sur place. Et ça, malheureusement, il faut vérifier. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Et après, il y a des gens qui vivent dans les bâtiments, dans les oui. maisons. Et donc, si la terre est polluée, elle peut avoir des émissions néfastes quand on vit dedans sur la qualité de l'air intérieur et donc rendre les gens malades. Ça, c'est inimaginable. En tout cas, pour le groupe Saint-Gobain, c'est inimaginable. Et donc, on ne se le permet pas. Et puis, le second point, c'est après d'avoir les bons liants pour faire que la terre, justement, si elle est visible, qu'elle soit justement qu'elle se fissure pas. Et si elle n'est pas visible, qu'elle joue son rôle, que ce soit d'un point de vue structure ou justement qu'il n'y ait pas de fissure, parce qu'après, il y a soit de l'air qui pourrait passer ou autre. Enfin, dans tous les cas, qu'elle respecte les caractéristiques techniques utiles à l'usage. Voilà. Ok, ok. Voilà pour ces points-là. Mais une fois de Salut plus, Mika. Ouais, Emric. Ouais. bonjour. Et une fois de plus, Bonjour Mika, salut Alexandra. quand on parle d'économie circulaire, on est en plein dedans. La terre crue, enfin la terre locale, voilà. On J'avais une avance sur petite le. question Oui. ouais, sur le fait que Saint-Gobain étudie certains nouveaux matériaux là, pour la construction. Est-ce que vous étudiez aussi tout ce qui est nouveau système d'isolation, notamment avec l'utilisation du lin? Je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui maintenant s'orientent aussi sur certains produits qui pourraient être amenés à être utilisés pour l'isolation thermique de certains bâtiments, comme le lin, parce que j'ai de la famille justement qui travaille là-dedans. Et je ne sais pas si Saint-Gobain s'est déjà intéressé ou au contraire, peut-être qu'il y a déjà des bureaux d'études et des R&D qui développent le sujet, quoi.
Alors, nous, dans le groupe, on fabrique actuellement donc, de la fibre de bois, comme tu l'as vu tout à l'heure. On propose également des systèmes via Weber d'isolation thermique par extérieur, à la fois en fibre de bois, mais également en liège. On a eu fabriqué il y a des années des systèmes en chanvre. On a arrêté pour différentes raisons, mais actuellement, il y a des acteurs, des concurrents, et d'ailleurs que je peux citer, comme Bioficava, qui sont des gens très sérieux, qui ont Acermi, Avis Technique et des ACV fort bonnes, et qui justement proposent ces solutions-là, d'ailleurs en mix lin et chanvre, voilà, et coton d'ailleurs, je crois aussi. Et d'ailleurs, nous, on va bientôt proposer normalement aussi d'autres systèmes. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler encore, vu que c'est enregistré, mais sur d'autres biosourcés, mais pas sur le lin, pas sur le lin. D'accord. Mais pourquoi pas? Enfin, de toute façon, le sujet biosourcé est un sujet qu'on peut aborder, hein, les biosourcés ont toute leur place, évidemment. Le tout, c'est justement d'industrialiser ces matériaux-là, de faire que à la fois ils répondent aux caractéristiques techniques attendues, qu'ils aient tous des acermies, donc des avis techniques, parce qu'il faut quand même, on peut pas dire au pifomètre que les matériaux respectent ce qu'on attend d'eux durant les 50 ans de durée de vie à minima d'un bâtiment. Et donc, il y a différentes filières qui se développent via différents industriels. Voilà, nous, pour l'instant, on en est là, mais on avance sur ce sujet-là, puisqu'il y a une forte demande du marché. J'ai envie de dire, pour l'aborder parfois à juste titre, et puis parfois en se trompant un petit peu de combat. On va l'aborder après, justement, sur le sujet du carbone, parce que il y a beaucoup de discours actuellement par de nombreux politiques ou des gens qui veulent booster à fond ces filières, mais que ces filières, et qui ont parfois dit des choses, mais sans le vérifier. Et notamment, si je vous pose la question de l'impact carbone des isolants dans le bâtiment, on va l'aborder après. Pour vous, c'est combien l'impact carbone des isolants, avant même d'aborder la comparaison entre deux isolants? Euh, Sur c'est sur 100%, une là, question. 100%, c'est l'impact carbone d'un bâtiment. Les isolants, là-dedans, ils ont quel impact? C'est quoi le chiffre en moyenne? Je sais pas. Moi, je dirais Mais ça 10%. dépend. Ouais. Mais c'est intéressant, justement. Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer. Alors 10, qui est Émeric ou Non, une mais autre c'est, non, personne? mais alors moi, je suis professionnel du bâtiment, hein. D'accord, je te dis les choses. J'ai travaillé pour des grands groupes comme Vinci ou autres. C'est vrai que tout ce qui est émissions de CO2, c'est quelque chose qui est compliqué à sensibiliser les gens, enfin, que ce soit sous-traitant, que ce soit fournisseur ou autre. Maintenant, les grosses enseignes, elles arrivent à essayer maintenant d'être normées, pour avoir les différents labels, de suivre vraiment les directives. Quand tu fais de la rénovation et quand tu es investisseur immobilier, c'est clair qu'il y a pas de, tu as tout ce qui est aspect DPE, tout ce qui est aspect énergétique, mais en termes d'émissions de CO2 ou autre, c'est pas encore assez ancré pour qu'on puisse avoir cette éthique-là et cette sensibilisation-là. C'est lourd, hein, je ne le cache pas. Ça va venir avec la RE. En fait, c'est le but de la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui impose aux fabricants de donner via les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des données. Et donc, les bureaux d'études font des calculs pour les bâtiments qui doivent respecter à partir de maintenant, et pour l'instant, c'est maisons individuelles et logements collectifs, et puis après, il y aura les bâtiments tertiaires, respecter cette réglementation. Et donc là, on aura, en fait, c'est ce qui va permettre, dans l'année à venir, très rapidement, d'ouvrir les yeux sur les réalités des impacts carbone. Parce que là, maintenant, du coup, il y a une transparence. Et Mais donc, là, on parle du neuf. du neuf, bien sûr. Mais bon, via le neuf, en fait, tout le monde aura les infos, parce que ça va ressortir, en fait, dans des conférences, à droite, Mais à gauche. tu peux pas, tu peux pas appliquer dans le neuf ce que tu appliques dans la Ouais. rénovation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Je me tu permets auras de le tutoyer, regard. mais Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu dis-moi. auras le regard, du coup, en tout cas matériaux ou système, d'ailleurs, matériaux ou matériel, d'ailleurs, hein, dans le bâtiment. Et après, c'est un calcul, si on souhaite le faire en rénovation, c'est juste une prestation à demander à un bureau d'études qui va cumuler, en fait, les impacts carbone pour dire, là, il y a eu tel impact carbone. Et d'ailleurs, de le comparer si on rénove ou si on casse complètement le bâtiment et qu'on en refait un. Ça, c'est des études qui sont en train de sortir, qui vont sortir de plus Ouais. en plus. Nous, on a fait des premiers comparatifs, d'ailleurs. On a demandé là récemment à 2 bureaux d'études pour avoir, nous, déjà un premier regard, au-delà de. Parce que nous, du coup, on délivre des FDES par matériaux. Mais le but après, c'est de pouvoir aussi comparer et de voir où sont les grands postes sur lesquels on peut, les lots sur lesquels on peut justement influer très largement. Et ce que je peux t'en dire, ce que je peux vous en dire à tous, c'est que, alors, premier point, pour ce qui est du lot isolation, c'est 2 à 3% de l'impact carbone d'un bâtiment. Et quand on passe d'un matériau à un autre, on va voir tout à l'heure des comparatifs, parce que le but, c'est pas vraiment de comparer pour comparer. Une fois de plus, j'insiste sur ça, c'est un critère parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est bien d'avoir des données pour un ordre d'idée. Mais sinon, le sujet n'est pas là, puisque 2 à 3%, quand on change de la note, on va gagner 0,1 ou peut-être ou 1% dans le cadre d'un bâtiment au mieux, quoi. Voilà, ce qui est finalement pas grand-chose. Les lots qui impactent le plus, d'un point de vue carbone,
c'est le lot gros œuvre, donc infrastructure, voilà, notamment maçonnerie. Après, c'est le lot CVC, hein, et puis le lot courant fort, courant faible, électricité. Voilà, ce sont les 3 lots qui impactent le plus. L'eau cloison intérieure, donc plaque de plâtre, isolation, c'est 5% en tout. Oui. Donc au Mais c'est bien final, d'avoir. ce que tu es en train de dire, c'est que la rénovation, du fait qu'on est quand même axé sur l'aspect énergétique, c'est quand même le pôle le plus important qu'on regarde. C'est-à-dire le DPE, c'est quand même plus important que Le DPE. enfin le DPE, ouais, tout ce qui est classement énergétique sur le bâtiment. Là, on parle vraiment d'émissions. On parle pas d'émissions de gaz de CO2, hein. Je te parle juste de l'aspect énergétique pour chauffer le bâtiment. Je ne parle pas de matériaux utilisés pour pour tout ce qui est calcul CO2. D'accord? Mhm. Parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu regardes les nouveaux DPE, tu as les classes des étiquettes donc, qui sont d'un fait. Et de l'autre côté, tu as aussi l'émission de CO2. L'émission de CO2, aujourd'hui, c'est regardé, mais je pense, ouais, Oui, non, mais le c'est DPE, secondaire, quoi. on va en parler très rapidement, hein, mais le DPE, je ne vais pas dire que ça vaut pas grand-chose en l'état actuel des choses, mais quand on voit comment c'est fait, la réalité, c'est que une vraie prestation, un DPE qui serait bien fait, serait fait par quelqu'un qui est une mission non pas payée à moins de 1 000 euros, mais en tout cas fait par un bureau d'études déjà, donc par quelqu'un qui est vraiment à un niveau de type bureau d'études et qui en plus soit missionné avec une vraie mission. Enfin, ça se fait pas comme ça. Un DPE, c'est juste avoir un ordre d'idée des consommations énergétiques, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut avec un DPE. Enfin, ça, je n'irai l'avoir dit, c'est Ouais. enregistré, mais c'est la réalité. Mais Non, mais c'est c'est vrai. là où il faut affiner. Après, Voilà. Ouais. la nouvelle directive aussi du 1er janvier 2022, même depuis juillet de l'année dernière, c'est que maintenant, ton DPE, tu peux plus juste prendre des factures, ça c'est sûr. Tu Mhm. viens chercher vraiment les calculs. Donc, tu rentres Mhm. tout dans un logiciel de manière à avoir aussi une obtention d'un résultat. Bien sûr, le logiciel, tu peux rentrer ce que tu veux, on est d'accord. Bien sûr, mais après, ça dépend de comme la responsabilité aussi de chacun et le professionnalisme de chacun par rapport au bureau d'études. Aujourd'hui, je pense que bon, Dans tous les cas, la, il faut la- rénover. Enfin, voilà, le sujet, il est là. C'est que, et d'ailleurs, tous les bâtiments, pour les questions de déperdition énergétique et pour les usagers aussi qui sont dedans, le sujet, c'est de massifier la rénovation. Les choses sont claires. Et après, on va aborder, si on veut du détail, que ce soit d'un point de vue carbone ou autre, on peut y aller pour chercher et comparer les matériaux entre eux. Mais le sujet, moi, de mon regard en tout cas, il est, et pas que du mien, hein, il est partagé avec tous les gens qui veulent vraiment massifier pour tant d'un point de vue usage, une fois de plus, pour les gens qui malheureusement ont des problèmes pour se chauffer et qui sont en situation de précarité, que d'un point de vue énergétique global en France. Pour réduire tout ça, il faut massifier la rénovation. On a 300 000 logements rénovés par an en moyenne. Il faut aller bien au-delà de ça et puis surtout qu'elle soit bien faite et que ce ne soit pas juste un petit bout de rénovation. C'est que ce soit une rénovation, si possible, globale. Voilà. Et après, on pourra aborder les sujets du détail. Mais le plus important, c'est d'y aller. Voilà. Et donc, pour revenir au carbone, vous voyez, donc là, ce que je vous disais, vous avez un ordre d'idée. Donc là, donc vous vous retrouvez sur l'observateur plus et moins. Hein, et donc, vous avez par lot, donc c'est là où on voit où il y a vraiment les poids carbone les plus importants pour une typologie de bâtiment. Comme vous voyez, donc c'est superstructure, infrastructure, hein, les deux, donc le gros œuvre, le lot CVC, les revêtements de sol et de murs, et puis après voilà de manière dégradée, avec des poids de plus en plus faibles pour les autres lots. On va rentrer du coup sur 3 cas de figure. Là, je vais vous montrer justement les impacts carbone à 1 mètre carré d'isolant. Donc là, c'est pour de la laine de verre, hein, ça vous êtes parmi les premiers à le voir, mais c'est ce qu'on retrouve dans les 2S. Voilà, sauf que là, attendez, il faut que je me connecte, j'ai plus de batterie, sinon je vais parler dans le vent. Juste un instant, je me mets en filaire, on a dit batterie low, c'est le piège ça. Avec les visios toute la journée. Ouais. Voilà, alors je vous perds un instant. Un petit peu le schéma. Ça, vous avez regardé un petit peu le schéma. Donc là, vous avez pour 1 mètre carré, et c'est ce que vous retrouvez dans les F2S. Hein. Donc là, on a pris l'exemple de la GR32, hein, qui est une des laines de verre que l'on vend le plus. Donc dans une FDES qui est récente. L'impact carbone pour 1 mètre carré de GR32, c'est 3,62 kg de CO2. Je vais juste après, je reviendrai dessus pour vous montrer à une laine de bois. Là, on est à 0,91 kg par CO2. Mais sachant que là, maintenant, c'est dans le cadre de l'ACV dynamique. Si on était en ACV statique comme il y a 2 ans, c'est-à-dire sans intégrer le carbone biogénique qui est censé être intégré et donc être relargué en fin de vie, et ça, on va l'aborder après, la laine de bois avait un impact un peu plus fort en fait que la laine de verre, mais légèrement. Mais sachant que les deux impacts étaient déjà très faibles. Enfin, 3 kg ou 4 kg, c'est pas grand-chose. C'est une très bonne ACV. Je reviens là-dessus. Et donc là, vous voyez que les impacts les plus forts, donc c'est là où on a le plus d'efforts nous à faire, c'est sur ce duo matière première production.
Et donc, c'est là où on fait un gros travail pour essayer de réduire nos impacts au niveau de la production, donc dans nos usines, et puis au niveau des matières premières. Et puis ensuite, vous voyez donc tout l'ACV, donc c'est du berceau à la tombe, hein, donc vous voyez, donc, suite au process industriel, donc, et notamment le transport, et puis l'utilisation, la fin de vie, où il y a finalement des impacts très faibles, notamment en fin de vie, parce qu'elle est recyclable, et donc on pousse à ce qu'elle soit de plus en plus recyclée. Ça, après, c'est pas de notre ressort. Il faut vraiment qu'en fin de vie, les maîtres d'ouvrage disent, bah ouais, on met en place une démarche de récupération, de tri, et en tout cas, nous, on est à bras ouverts pour récupérer toutes ces matières en fin de vie. Du Pour ce coup, qui est de la... Oui. pour la laine de verre, donc tu prends en compte le fait qu'il y ait des bouteilles qui sont recyclées et donc du coup ça allège le poids carbone de. Alors là, c'est du détail parce que là, c'est là où il faut faire attention des fois. Alors, c'est des calculs qui sont, nous, pour information, on a depuis quelques années 3 ACVistes, rien que pour Placo Isover, donc à plein temps, hein. Et ils font des ACV à tire-larigot. On est d'ailleurs le premier fournisseur de FDES sur la base Inès. On avait anticipé, on en faisait avant que ce soit imposé. Et on a le groupe Saint-Gobain actuellement plus de 800 FDES sur la base Inès. C'est quasiment un tiers donc on est le premier fournisseur. Parce qu'en fait, on pousse d'ailleurs tous nos collègues, partenaires, concurrents industriels à le faire parce que c'est indispensable. Voilà. Donc, et donc on est moteur sur ça. Mais effectivement, c'est un investissement d'ailleurs, hein. Ils sont pas en burn-out, ça va, à force de faire des calculs. Ah bah là, on leur en demande de plus en plus, donc on va peut-être faire grossir les équipes, mais Ouais, effectivement, c'est un sacré métier. ouais. Mais pour en venir à ça, en fait, la question après, là, ce qu'on voit là en synthèse, c'est hyper complexe et c'est en fait donc c'est normé, hein, il y a une norme à respecter, une norme européenne, hein, et derrière cette norme-là, après, bah, il y a des postulats, enfin, il y a quelques petites marges de manœuvre, mais en tout cas, c'est aller chercher de l'information dans l'usine, et c'est vérifié par un tiers extérieur. Donc c'est vraiment un travail de fourmi, d'accumulation de données pour faire ce calcul-là. Et une fois qu'on a, et ces données nous permettent de repérer d'ailleurs là où on n'est pas bon pour essayer d'optimiser nos process. Et c'est pour ça qu'on le faisait d'ailleurs avant que ce soit imposé. Mais donc, j'ai pas le détail après pour te dire, parce qu'en fait, il peut y avoir parfois des choses pas forcément logiques. Typiquement, pour la fin de vie, le fait d'enfouir ou de recycler, eh ben, on va dire qu'enfouir a moins d'impact carbone que de recycler. Parce que si tu recycles, tu réintègres dans un process où tu refonds, et donc forcément. Et c'est là où, en fait, des fois, les sujets s'opposent. Et il faut trouver des compromis. Et c'est là où les gens disent, mais c'est simple, c'est facile, de toute façon, là, pour aller tous dans le sens pour la protection de l'environnement, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, oui et non, en fait, il faut calculer. Et quand on calcule, des fois, on a des surprises. Et d'ailleurs, nous, on les a eues, et des fois, on s'est dit, alors, on va pas enfouir malgré tout, hein, c'est quand même là, il n'y a pas photo. Mais par contre, il faut être conscient que parfois, d'enfouir, il y a moins d'impact d'un point de vue que d'un autre. Et donc, c'est un choix. Ok, Voilà. ouais. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit, en tout cas. Oui, Mais oui. comme pour le choix d'un matériau dans un bâtiment, nous, régulièrement, et moi d'ailleurs, je me fais très souvent challenger sur laine de verre contre fibre de bois, puisqu'on a les deux dans le groupe. On dit, bah oui, biosourcé, c'est mieux, laine de verre, bah non, c'est pas bien. Mais les gens ne savent même pas pourquoi ils disent ça, mais ils le disent. Et en fait, derrière, il n'y a pas de mauvais matériaux. Le tout, c'est de faire que tous les matériaux déjà démontrent de leur réalité, j'ai envie de dire des impacts, quand on parle d'impacts environnementaux ou sanitaires, mais il n'y a pas que ça. L'analyse, elle est multicritère. Il y a d'autres critères. Il y a quel est l'impact sur la thermique, quel est l'impact sur l'acoustique. Les matériaux ont tous des impacts différents. Pareil, sur la qualité de l'intérieur, il peut y avoir des émanations de l'un et pas de l'autre. Voilà. Et donc, en fait, c'est un ensemble sur la perspirance. Donc, c'est une analyse multicritère à avoir. Et en fait, chaque matériau au bon endroit, et suivant aussi, il y a une question de budget. Enfin, voilà. Après, il y a des matériaux qu'on peut éliminer parce qu'effectivement, et je ne les nommerai pas, il n'y a pas grand-chose à faire pour améliorer leur bilan carbone, par exemple. Mais en tout cas, sur ce comparatif-là, laine de verre, fibre de bois, ce sont, quand on les analyse dans le détail, des matériaux qui sont différents l'un de l'autre et qui ont des caractéristiques où ils sont pas globales. Et c'est ce que nous on fait. Le but, c'est d'améliorer tant que l'un que l'autre grâce à de la R&D pour faire qu'ils soient le plus vertueux possible et les plus performants possible. Voilà. Et en tout cas, ce sont des matériaux et d'ailleurs, on le voit puisqu'on en vend beaucoup, qui se défendent très très bien, tant les uns que les autres, Mm. suivant les marchés souhaités. Je reviens donc à la plaque de plâtre. Donc là, vous voyez, sur une BA13, hein, donc la plaque de plâtre la plus vendue, pareil sur une FDS qu'on trouve sur la base Inès de 2020. Et donc l'impact, là, il est de 2,27 kg de CO2 par mètre carré, avec donc, pareil, là, ça permet de voir que c'est sur les matières premières et la production qu'on a le plus d'efforts à faire. Et qu'après, il y a des impacts qui sont, notamment dans la fin de vie, comme vous voyez, il y a un peu plus d'impact que pour la laine de verre, par exemple, et qui s'explique. Et donc, on fait des efforts pour récupérer, recycler au mieux ce matériau en fin de vie, plutôt que ce soit enfoui.
Et là, c'est une fois de plus une histoire de tout le monde. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte du maître d'ouvrage en amont, par des collecteurs, que les architectes aussi, les bureaux d'études soient conscients de tout ça, parce que tout le monde peut participer à l'élaboration des cahiers des charges. Et puis, au fait qu'on agisse quand on déconstruit un bâtiment. Et donc la fibre de bois, donc là on y vient, donc vous voyez, donc là, c'est là où j'ai pas pu mettre de pourcentage, parce qu'avec cette nouvelle méthode de calcul d'ACV dynamique, bah, vous voyez en haut, un pourcentage négatif, ça n'existe pas. Donc par contre, j'ai pu mettre un moins, parce qu'en fait, c'est comme ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'impact carbone sur les matières premières des productions. C'est pas très logique de dire ça. Mais donc, en fait, le but de l'État, dans le cadre de la RE 2020, c'est d'intégrer donc ce carbone biogénique, donc ce carbone stocké par le matériau qui est biosourcé. Et donc, en fait, il y a un impact de la production et on y soustrait ce qu'il est censé donc intégrer et conserver durant toute la durée de vie quand il est mis en œuvre dans le bâtiment en termes de carbone. Et donc, ça fait un chiffre négatif. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Clairement, c'est un choix pour booster cette filière-là. J'ai envie de dire que c'est très bien parce qu'il faut booster cette filière-là, mais il faut juste avoir conscience que du coup, je ne vais pas dire que le calcul est faussé, mais c'est que c'est un avantage donné pour, et où là, il y a du débat aussi d'ailleurs sur la fin de vie, mais l'État a dit, bah, on verra en gros, ça le stock, et puis en fin de vie, on verra dans 50 ans, on sera capable de traiter ce carbone-là qui va être relargué, que ce soit enfoui, et donc le matériau va se, va se dissoudre, il va se dégrader, ou qu'il soit justement valorisé en énergie, bah, forcément, ça va relarguer du carbone. Mais en gros, l'État part du principe de se dire, on verra dans 50 ans, enfin la fin de vie du bâtiment, on saura faire en tout cas pour peut-être piéger ce carbone, ou voilà. Mais c'est un postulat. Il faut juste en avoir conscience. Voilà, c'est la méthode de calcul actuelle. Ouais, puis il y a une histoire de temporalité aussi, parce qu'il faut laisser le temps au bois Ouais. de pousser, et si on surconsomme le bois, enfin si on... Alors, ça, c'est ce qui va dans le sens inverse, c'est tous les débats qui amènent, maintenant que ça amène, du coup, à dire, mais oui, mais bon, et puis est-ce qu'il y aura assez de bois? Et puis effectivement, les impacts, en fait, qu'on n'imaginait pas. Mais c'est bon, et c'est là où moi, je saurais pas en dire plus, mais je regarde comme tout le monde tous les débats où on va, je pense, découvrir beaucoup de choses dans les temps à venir, puisque ça, il y a plein de chercheurs qui se penchaient pas sur ces questions jusque-là et qui maintenant s'y intéressent. Et c'est très bien, puisque ça, on a besoin de cette information pour une fois de plus, être sûr que quand on fait des choix en tant que maître d'ouvrage notamment ou maître d'œuvre, eh ben, ils soient faits avec les bonnes données. Voilà. Et ça, c'est voilà, donc c'est un sujet très complexe. Voilà, pour conclure sur tout ça, moi qui anime ce groupe de travail sur la CV chez Saint-Gobain, je découvre toutes nos filiales, tous les calculs qui sont faits, etc. Je reste très humble à me dire, effectivement, c'est un sujet complexe où c'est pas c'est à l'inverse du pifomètre, hein. Et on découvre des fois, on pense pas à tout, quoi. Par contre, le calcul, bah, lorsque c'est normé et avec des gens experts, bah, on découvre des choses. Donc c'est intéressant. Voilà pour, je crois que j'en ai conclu. Donc, bah, écoutez, s'il y a des questions, j'espère avoir été clair, et j'ai essayé de vous dresser un panorama en tout cas, de ce que l'on fait, au sein du groupe Saint-Gobain sur ces sujets, qui sont, de mon regard très, très importants, même fondamentaux de nos jours, en liaison donc, aux matériaux de construction. Mhm. Et du coup, nous, par exemple, si on a un chantier de déconstruction, et qu'on voudrait au moins que nos matériaux de déconstruction soient réutilisés, on peut avoir des conseils. Enfin, je sais qu'il y a des cycles de réemploi qui sont un peu mis en place Alors, par des petites il y a des il y a AMO, quoi. il y a à la fois alors il y a 2 choses. Il y a des gens qui font du réemploi, comme Mineka, qui est bien connu en Rhône-Alpes, voilà, ou Ressources, ou Bobier Réemploi, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal d'ailleurs en général de femmes d'ailleurs qui sont mises, c'est des architectes d'ailleurs en général Ouais. qui sont mis sur ce sujet, moi que je côtoie régulièrement, et qui avancent très, très vite sur ces sujets du réemploi. Il y a Made in Pass aussi, voilà, il y a un paquet d'acteurs en Rhône-Alpes. Après, il y a des plus gros acteurs comme Cycle Up, enfin, au niveau national comme Cycle Up ou d'autres, voilà, qui avancent aussi sur ces sujets. Mais ça passe par une AMO, effectivement, et des gens comme, pareil, pour donner un exemple, NeoEco, voilà, ce sont des gens qui se sont positionnés sur ce métier-là, de faire le diagnostic quand il y a un bâtiment, de dire, bah, diagnostic, et c'est une mission hein, qui doit être rémunérée, c'est qu'est-ce qu'on peut réemployer. Ensuite, une fois qu'on a vu ce qu'on pouvait réemployer, c'est le premier sujet, bah, qu'est-ce qu'on peut recycler, et en vue d'enfouir un minimum. Et donc, une fois que ce diagnostic est fait, on passe par des collecteurs, enfin, soit donc des acteurs du réemploi, comme Mineka, qui vont récupérer les matériaux avec leur plateforme. Et puis ensuite, via des collecteurs qui, eux, pour l'instant, ne s'occupent que du recyclage, mais je ne serais pas étonné que demain, des collecteurs fassent les deux, parce qu'ils sont en train de comprendre qu'il y avait un marché qui était, voilà, c'est en train de se mettre en place. Et donc, logiquement, demain, ils porteront une offre globale
de réemploi et de recyclage. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants qui veulent poser une question. Yes, oui, j'ai une question. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question, donc je me présente rapidement. Là, en fait, donc Corentin Rouanet, je travaille chez un promoteur là sur Grenoble. J'ai une question sur le calcul des fiches FDES. J'ai pas bien compris. Donc, ce que tu dis, c'est qu'elles sont toutes faites de la même manière. C'est-à-dire que si on prend, à titre d'exemple, deux plaques de plâtre chez deux fournisseurs concurrents, le calcul sera fait de la même manière. Tout est Oui, normé. c'est une norme européenne, la Ok. 15804. C'est normé, donc il y a une même base. Après, il y a des petits postulats qui peuvent être pris, mais en tout cas qui sont acceptés par la norme, justement, voilà, parce qu'une fois de D'accord. plus, on cumule des données. Mais en gros, c'est sur une base, j'ai envie de dire, il y a une base, il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun qui est normé. Donc effectivement, on peut comparer, c'est le but, hein. C'est le but de comparer. D'ailleurs, c'est ce qui est fait actuellement par un paquet de maîtres d'ouvrage, parce que pour faire un bâtiment le plus bas carbone, les bureaux d'études, ils cumulent les données et ils vont essayer d'agir sur les postes, sur tous les postes pour réduire les impacts et faire que le bâtiment soit, si possible, comme vous l'avez vu, il y a 4 étapes pour la RE 2020. Il y a 2022, enfin il y a 4 seuils, le seuil 2022, qu'on peut d'ailleurs très facilement atteindre pour l'instant avec les matériaux actuels et les FDS existantes. Après, il y aura le seuil 2025, 2028 et 2031. Et c'est là où ça se complexifie parce que typiquement, pour les logements collectifs, il va falloir diviser par quasiment par, enfin c'est moins 35%. Pareil pour les maisons individuelles, c'est un peu plus d'ailleurs, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais c'est en gros, on réduit drastiquement l'impact carbone des bâtiments. Donc pour l'instant, l'État a mis un premier seuil qui est atteignable, je ne vais pas dire facilement, mais relativement facilement pour 2022. Par contre, ça va se durcir. En fait, il laisse le temps aux acteurs de comprendre qu'il va falloir, donc nous, fabricants, notamment, à la fois agir pour réduire ce que vous voyez là, donc nos impacts réels des matériaux en termes de carbone, mais également pour les fabricants qui pour l'instant n'ont pas fourni de FDES, le premier sujet il est là, c'est qu'eux fassent des FDES pour qu'on puisse avoir une transparence sur les données. Et donc pour l'instant, il y a des fiches par défaut. Et il y a encore beaucoup trop de fiches par défaut d'ailleurs, mais qui sont dégradées par nature. Donc en fait, qui ne sont pas en transparence réelle sur le. Et en général, c'est plutôt dans le sens où, en fait, l'impact carbone du matériau, il est meilleur que la donnée par défaut. Ça arrive dans certains cas. Moi, je l'ai eu une fois, donc je ne nommerai pas pour quel matériau, mais ça peut arriver que parfois la fiche par défaut, qui était faite pour un ensemble de gamme de matériaux, qui est un matériau qui puisse avoir un impact plus fort. Et donc là, on les verra vite parce que du coup, les fournisseurs, les fabricants ne feront pas de fiches, donc ça signifiera quelque chose. Mais en gros, le sujet est là. Donc vraiment, le premier sujet, c'est que tous les fabricants jouent leur rôle et donc fournissent des FDES. Et puis, c'est que durant toutes ces années, pareil, les process industriels soient améliorés. Enfin, oui, les postes principaux, et là, vous avez l'exemple, précédemment, c'est sur la production notamment et les matières premières, être capable de réduire drastiquement les impacts carbone. Ok, ouais, finalement, en fait, en rénovation, si on conserve le gros œuvre, tu te rends compte que, je sais pas si le choix de l'isolant a forcément un impact Non, énorme, le quoi. choix de l'isolant, C'est surtout d'isoler, quoi. et quand on voit la différence entre les deux, ici et ici, il fallait, plus, même si là, Ouais. il y a 2 grammes d'écart, mais c'est au mètre carré. Donc, moi, on a fait des études comparatives avec Pouget et Bastide-et-Bondou, qui sont très connus. Justement, là, récemment, on est en train de faire d'ailleurs un roadshow qui débute ce soir à Strasbourg, dans 10 villes en France. Et moi, j'interviens sur ce sujet, justement, à Aix-en-Provence, là, jeudi. Et en fait, où on a fait faire donc des comparatifs avec 3 systèmes constructifs différents, 3 systèmes de chauffage pour chaque zone climatique en France. Donc, là, moi, jeudi, ce sera en zone H3 pour Aix-en-Provence. Et donc, on a des comparatifs, donc, notamment sur système béton, briques ou système constructif bois. Et on se rend compte, et après, on a fait des comparaisons aussi en changeant les isolants. Et en fait, dans le cadre du moteur de calcul RE 2020, on se rend compte qu'il n'y a même pas du tout d'écart quand on change un isolant. Le sujet, il est sur l'inertie, en fait.
Et l'inertie, Ouais. pardon, et là je parle du déphasage, pardon, et donc je parle aussi du dégrayeur, donc du confort d'été. Mais pour ce qui est de l'impact carbone, s'il y a un peu de différence, mais c'est 2%. Voilà. Pour l'isolant, on peut gagner 2%, voilà, au maximum, hein. Donc ce qui est pas grand-chose. Là où on a vu qu'il y a le plus de gains, il y a 2 cas en fait. Le plus de gains, c'est quand on va passer d'un système béton à un système en CLT, par exemple, constructif. Sauf que là, pareil, il y a toujours des dommages collatéraux. Le premier, c'est sur le confort d'été, parce que le bois, il n'y a pas d'inertie, donc bois et confort d'été. Et sur le prix, voilà, ça aussi, là, le prix, il explose. Donc il y a aussi un rapport économique. C'est là où je vous dis qu'il y a des compromis à faire. Et en tout cas, voilà, c'est sur le et c'est donc le point clé, en parlant du neuf, hein, c'est quand on passe d'un béton à un béton bas carbone, où là, il y a plus de gains, tout en respectant un gain économique pas trop, voilà, un surcoût pas trop fort. Mais voilà, ça, c'est une étude d'ailleurs qu'on va présenter. Là, pour l'instant, on la présente à des d'ailleurs partenaires. D'ailleurs, vous pourriez être invité si ça vous intéresse, parce qu'on invite donc là à Lyon, c'est le 30 mars, je crois. Attendez, je vous dis ça. Ah, vous l'avez peut-être reçu, ouais, 30 mars. Oui, c'est le. Non, c'est pas le 30 mars, une bêtise. C'est quand à Lyon? Est-ce que j'interviens en plus? Faut pas que je me rate. Oui, non, c'est le 29 mars, pardon, c'est ça. 29 mars à 18h au Golden Tulip à Saint-Priest, où en fait, on va présenter ça donc pendant 2 heures et on invite des constructeurs, des promoteurs et des bailleurs. Donc, si vous êtes intéressé, enfin, si vous travaillez, si vous êtes promoteur ou bailleur, on peut vous inviter parce que pour l'instant, on cible vraiment. Vous me faites un mail et je pourrais vous envoyer le lien d'invitation. Et donc, on va faire ce retour pendant 2 heures sur les maisons individuelles avec ces comparatifs et sur les logements collectifs avec 2 systèmes de logements collectifs en neuf, hein, un de 12 logements, un de 48 logements. Voilà, mais où on a vraiment, c'est assez détaillé et c'est intéressant parce qu'on aborde tous les sujets, IC énergie, IC construction et le degré-heure, donc le confort d'été, avec différents cas de figure. Donc le CO2, c'est quand même basé beaucoup sur la structure même du bâtiment en soi. Alors. Oui, C'est ce qu'on voit là, hein, une fois de plus. Ouais. Voilà, le CO2, il est là, hein, le sujet, il est là. Donc là, on a les différents poids, mais là, une fois de plus, c'est à ajuster suivant les différents types de bâtiments, mais là, c'est une moyenne, on va dire, grosso modo. Et on voit que c'est effectivement, il y a 30% sur l'infrastructure et la superstructure, donc la maçonnerie, le gros œuvre. Le gros sujet, il est là. Mais après, tous les Et autres, voilà, on peut agir. une fois que la structure elle est là, elle est existante, elle est passive, il n'y a plus d'intérêt à confronter une échelle CO2 en soi, alors, à moins de détruire et de reconstruire. Ah bah en réno, c'est là où effectivement, si on garde le gros œuvre, du coup, si on doit déconstruire et reconstruire, il y a tout l'impact carbone de la déconstruction et Ouais. puis de la construction derrière, où là, c'est un bâtiment neuf. Donc, on a ce poids carbone. Donc, effectivement, a priori, mais c'est là où pareil, moi j'avais vu des comparatifs entre une déconstruction et une étape où on garde le gros œuvre, justement, et ça dépend des cas de figure en fait. Donc là, pareil, il faut faire attention à pas faire de généralité. Il faut vraiment c'est du cas par cas et j'ai envie de dire, il faut parfois passer par des bureaux d'études qui vont faire une étude spécifique sur un bâtiment. Alors ça a un coût. Mais si on veut vraiment savoir ce que l'on fait, ça passe par l'ingénierie, hein. Tout ça te permet en fait, en tout cas, d'avoir comme nous, l'étude qu'on a fait faire, c'est pour avoir un ordre d'idée. Voilà. Et il y a quand même des gros postes sur lesquels on a des certitudes. Après, il faut faire attention aux généralités. Et est-ce que vous, par rapport à vos études avec Saint-Gobain, vous êtes aujourd'hui en relation avec certains ministères ou ministres par rapport à ce type de réglementation? Parce que vous, en fait, c'est complètement quand même quelque chose de nouveau, hein, en soi, hein. Ça se met en place déjà depuis quelques années, mais c'est pas ancré sur. Je trouve, enfin, bon, c'est un ressentiment que j'ai, hein, mais c'est quelque chose qui demande à évoluer et puis à sensibiliser aussi les niveaux politiques pour la suite, même s'ils y connaissent rien et on le sait Alors, pertinemment. c'est Mais quand même l'État, hein, via la DHUP, qui a fait la RE 2020, donc ils sont censés quand même maîtriser à peu près les sujets. ok, Mais c'est vrai ok, qu'après, eux continuent à l'affiner d'ailleurs, hein, mais il y a quand même des gens pointus à la DHUP. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui ont fait cette RE 2020, hein, ça ne vient pas de nulle part. Et ils ont fait donc ça en concertation, en s'appuyant en partenariat avec tout un paquet de bureaux d'études, hein, qui ont pour justement, parce qu'il y a eu des choix de fait. Mais globalement, le but, c'est de réduire l'impact carbone d'un bâtiment. Voilà. ok. Donc Dans le effectivement, neuf, dans le neuf surtout, quoi.
Bah, Ouais, pour c'est l'instant, c'est surtout le dans le 9. neuf. Ouais. Mais comme pour la RT 2012 qui était sur l'énergie, hein, sur les consommations énergétiques, c'était pour le neuf. Mais on voit que dans la foulée, ça a quand même. Enfin, une fois de plus, ce que c'est l'État, et je trouve que c'est pas idiot, c'est qu'en général, parce qu'ils peuvent sur la rénovation, c'est beaucoup plus complexe. C'est que du cas par cas, c'est voilà, Ouais. et donc, mais dans tous les cas, d'agir sur le neuf, ça, tous les acteurs, enfin, il y a des acteurs qui ne font que de la réno. Mais en général, les architectes, les bureaux d'études, les économistes et autres, pour majorité, ont un peu de neuf et un peu de réno, donc ils font un peu de neuf. Donc ils vont quand même se formater et s'habituer, s'accoutumer à construire en respectant les règles du neuf. Et donc ils vont les appliquer par nature, surtout quand ça a du sens. Hein, sur ces sujets-là, ça a quand même du sens. Et ils vont quand même s'en servir pour les appliquer en rénovation. Donc en fait, voilà, c'est ce compromis qui a été trouvé par l'État pour booster, pour tirer vers le haut. C'est pas parfait, mais par contre, ça a quand même le mérite d'exister. Il ne faut pas oublier que la RE 2020, c'est la réglementation la plus justement contraignante de ce point de vue-là dans le monde. Hein. Donc, c'est une première. Hein. On est en avance là pour ce coup-ci. On était On souvent en est retard des avant. On écolos. est... On est Là, des on est écolos. Je prends bah, l'exemple de la Suisse ici, ils sont à la rue totale. Hein. En Suisse, ils sont à la rue totale, bah, totale, et eux, ils ils sont étaient en les train de premiers sur le débaucher des Passivhaus, gens. mais voilà. Mais bon. Ils sont en train de débaucher des gens de grosses boîtes comme Vinci Bouygues et autres. Et je connais une amie justement qui risque de revenir en Suisse pour développer ça. Et elle est complètement en avance avec tout ça. Ils sont loin de tout, de tout. Mais ce sont des choix Ils- politiques. En France, il y a eu ce choix-là. Voilà, ça s'est construit peu à peu. Puis il y a eu beaucoup, c'est venu aussi du terrain. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui, depuis des années, parlent d'ACV, parlent d'impact carbone. Et donc, ça fait qu'on en est là maintenant. Et moi, de mon regard, c'est très bien. Ça remet d'ailleurs l'église au milieu du village sur beaucoup de sujets. D'avoir des données. Voilà, avant, on parlait au pifomètre. Maintenant, on parle avec des données qui sont une fois de plus ce qu'elles sont. C'est, par nature, aucune donnée n'est parfaite, mais néanmoins, ça donne un regard. Enfin, là, en l'occurrence, quand on voit ce schéma, même si les chiffres pourraient bouger d'1 ou 2% à droite à gauche, ça donne quand même un regard avec des grandes masses, des grands volumes. Et on se dit, bah tiens, là, si on veut vraiment impacter dans le sens de l'environnement, il faut agir sur ça, principalement. Hein. Et après, on peut agir sur le reste. Mais ça casse des débats, Et ça casse des fausses idées aussi. Voilà. une question pour toi, la RE 2020, ça mène un regard vraiment objectif et il n'y a pas t'as pas de lobby derrière sur certains matériaux, quoi. Il n'y a pas de lobby. Et Alors, ça, bien sûr, non, mais tu euh, vois, c'est quand même la question qu'on se pose de favoriser ou pas certains matériaux. bah, là, le Voilà. lobby, il est sur les biosourcés. Et en l'occurrence, Ouais, ouais, voilà. il a pas été trop porté d'ailleurs par les grands groupes comme, je vais pas dire comme le nôtre, parce que nous, on n'a rien contre les biosourcés, au contraire. Clairement, un groupe comme Saint-Gobain pousse pour la massification de la rénovation. Hein. Nous, notre sujet, c'est ça. Parce que, on va pas, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va dans notre sens, puisque plus on isole un bâtiment, et donc, et plus ça réduit la consommation énergétique. Donc, par nature, vu que la plupart de nos matériaux isolent, que ce soit les vitrages ou donc on a cette chance-là. Il y a d'autres fabricants qui eux vont faire ce qu'on appelle du lobbying, vraiment pour défendre leurs intérêts ou qui vont pas forcément dans ce sens-là, donc c'est plus compliqué pour eux. Moi, en tout cas, je me lève tranquillement le matin parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être sur des matériaux qui œuvrent dans le sens qui est désiré par, dans le bon sens justement de préserver la planète et d'essayer d'éviter de consommer trop de matière et de polluer. Donc, même si, une fois de plus, on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on va dans le bon sens. Mais Du coup, globalement, pour répondre à ta question, l'État n'a pas subi, au contraire, là, l'État a pris les devants sur des sujets comme les biosourcés en avantageant clairement les biosourcés. Un petit peu au-delà de la réalité, comme vous l'avez vu tout à l'heure au travers du calcul, pour booster une filière. et est-ce que l'étude carbone est un prétexte pour ajuster les prix aussi? Bah Ouais. non, parce qu'au contraire, ça va les faire. Là, il va y avoir une explosion des prix justement liée à ça. Hein. Comme en parallèle, il y a la REP hein, sur l'économie circulaire, une obligation de. Je vais élargir un peu le sujet, mais à partir de 2023, l'État a mis en place une REP, comme c'est le cas actuellement pour les piles, par exemple. Vous savez, il y a des éco-organismes qui récupèrent les piles. L'État impose en 2023 que des éco-organismes se soient créés. Ils sont créés cette année d'ailleurs, comme Valobat par exemple, pour justement récupérer les fonds qui vont être financés par des industriels et des distributeurs. Donc nous, on va donner des fonds assez faramineux à ces éco-organismes pour qu'eux-mêmes financent la collecte et la valorisation des déchets. Et en fait, tout ça va faire qu'au final, c'est le client, mais comme pour la RE 2020, il y aura un surcoût parce que tous les acteurs, c'est plus complexe pour eux et on isole plus, etc. Notamment où on va réduire et en fait tous les surcoûts qu'ont les fabricants les répercutent au client final. Ça, faut pas l'oublier. Donc, en fait, il y aura plusieurs effets qui se coulent là. Outre les hausses qui se passent actuellement à cause des hausses des matières premières et du coût de l'énergie,
En 2023, il va se passer encore très certainement une hausse en lien à la démocratisation de la RE 2020 et de la REP, l'arrivée de la REP. Mais cette REP-là, en fait, c'est une sorte de taxe indirecte pour encourager aussi les entreprises à favoriser c'est sorte de collecte, c'est ça? C'est une Oui, c'est collecte pour trier, c'est pour booster le tri et pour donc la booster le valorisation tri. des Ouais, déchets. Ouais, mais c'est très c'est une bien, CE2, c'est c'est fort une ici. C2E bis, quoi. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc ça a du sens. Par contre, il y a souvent des dommages collatéraux financiers. Mais tout ça va dans le bon sens en tout cas. Une fois de plus, en France, là, on avance très vite, tout en même temps. Ça devient un sacré bazar, mais c'est très bien. Le tout maintenant, c'est que tout le monde soit informé, comme là aujourd'hui. Oui, c'est ça Ouais. l'intérêt. Nous, on a cette chance chez Saint-Gobain d'avoir tous ces fabricants, donc et tout ça, et un paquet d'experts en interne qui permettent d'avoir ces éléments que je vous ai présentés aujourd'hui et ces avancées. Et il faut que tout le monde joue le jeu et les fabricants doivent jouer le jeu. Donc nous, on essaie au mieux. Et comme vous voyez, on a des écarts des fois substantiels d'un fabricant à un autre parce que les filières sont différentes. Et puis certains ont anticipé, d'autres non. Et puis c'était des fois stratégique pour certains et pas pour d'autres. Mais en tout cas, nous, il y a une impulsion pour revenir au groupe Saint-Gobain. Vous voyez, ça part d'en haut à dire on doit être acteur de tout ça. Et donc, c'est au cœur de nos préoccupations. On doit améliorer, réduire autant qu'on le peut. Et quand tu dis on avance très vite, pour toi, c'est par rapport à quoi, par rapport à qui en fait? Parce que c'est vrai que nous, enfin moi en tout cas de mon point de vue, hein, on construit des bâtiments en France, on regarde surtout ce qui se passe en France, mais on voit pas trop ce qui se passe ailleurs en Europe ou même à l'étranger. Quand on dit on avance très vite, C'est la Ah ben, c'est quoi le France. point de comparaison? quand on avance très vite, alors déjà, il y a des labels mondiaux comme LEED, BREEAM, HQE qui imposent les mêmes cahiers des charges un peu Ouais, partout dans le monde. On voit qu'on était déjà au point en France sur ces. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont labellisés, même HQE, hein, qui est français à la base, mais dont la démarche se fait de partout dans le monde. Et du coup, quand je dis qu'on avance très vite, c'est que là, l'Aéro 2020, c'est vraiment une marche sur les sujets carbone notamment, c'est nouveau, et ça impose une fois de plus aux fabricants, mais pas que, à tous les acteurs de montant en compétences, mais aux fabricants, de réduire leurs impacts, les impacts de leurs matériaux. Et en plus de ça, en parallèle, le sujet économie circulaire avec la REP. Ça, pareil, c'est un vrai sujet où on va réduire l'enfouissement. Le but, il est là, hein, de faire qu'on recycle et qu'on réemploie les matériaux en fin de vie beaucoup plus que ce qu'on le fait actuellement. Donc c'est en ça où je dis qu'on avance très vite. Quand on compare il y a 4 ou 5 ans, là, on a passé une marche, elle est haute la marche. Hein. Il y a tout qui monte sauf les salaires. Oui. Ça, c'est le sujet dans 3 mois. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais c'est oui, quand même effectivement. inquiétant. Non, mais c'est compliqué. C'est inquiétant dans le sens où, voilà, oui, on veut faire plein de choses. Oui, on veut mettre de l'argent pour faire en sorte de bouger les choses, mais C'est un vrai sujet, mais c'est Ouais. compliqué de l'aborder aujourd'hui. on va pas en parler. C'est pas la peine. Ouais, mais c'est un sujet qui est dans tous les corps de métier, en fait. Enfin, bref, on est dans Le modèle économique, dans tous les cas, nous on le voit actuellement, il y a des hausses qui passent et qui sont que nous on est imposé qu'on doit passer de manière imposée parce qu'on a des augmentations très fortes du coût de l'énergie. Et vous imaginez bien quand on a une usine qui fabrique 200 000 tonnes de vitrage là, à Salles-sur-Saône et que c'est au gaz, je peux vous dire que quand le gaz il prend X%, ça baisse la rentabilité très fortement. Forcément, au bout d'un moment, on doit continuer à être rentable. Donc, on répercute. Et pareil pour les matières premières. Donc, sous cet ensemble-là, et là, c'est au niveau mondial. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui s'est passé avec les questions de pénurie et puis de hausse des prix, l'inflation qui est très, très forte, jusqu'au moment où les gens seront plus capables de payer. Mais ça commence déjà pour certains. Voilà, et donc, ça va s'ajuster. Mais pour l'instant, en ce moment, c'est plutôt. Il y a une inflation qui est très, très forte, globalement. Et encore en France, elle est bien moins forte qu'ailleurs. Mais effectivement, les hausses des salaires ne sont pas au niveau. Enfin voilà, pour en venir à tout ça, donc vous voyez, j'espère que que je vous ai apporté des éléments de réflexion et que j'ai été clair sur ces sujets liés au recyclage, enfin l'économie circulaire plus largement et les impacts carbone, et que ça vous servira. Et je suis à votre disposition s'il y en a besoin. Et une fois de plus, ceux qui sont bailleurs sociaux ou promoteurs, vous pouvez me faire un mail et je vous inviterai pour participer au rendu de cette étude le 29 mars prochain. Ok, très bien. Bon, merci. Et puis, on va pouvoir Merci, Mickaël. réfléchir Avec plaisir. cette nuit. Ouais. Bon courage, hein, ça donne Merci. la réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se tient au courant. Alors, si pour le 29 mars, pour ceux qui veulent participer.
Et puis, à bientôt alors. Eh bien, merci Alexandra pour l'organisation et à disposition. À bientôt. Très bien, merci. Bonne Au revoir. soirée. Au Bonne revoir. soirée. À bientôt. Bonne soirée.